Est-ce que vous avez vu passer récemment cette info? Celle d'une épave qui a refait surface après presque 200 ans sous l'eau. Apparemment, c'est la tempête Fiona qui a fait remonter cette épave fantomatique. C'est le genre d'information que j'adore voir apparaître dans mon fil d'actualité. Parce que ça nourrit l'imaginaire, ça nous transporte dans le monde du passé. Un passé que nous n'avons jamais vécu, mais que nous pouvons construire mentalement grâce à ce genre de découverte. Et quand j'ai vu cette info, j'ai tout de suite pensé au Batavia, qui est le sujet de notre vidéo. Mais avant d'aborder le sujet, on va revenir un peu sur cette épave. La tempête Fiona, qui s'est déroulée il y a 1 an et demi entre le 14 et le 28 septembre 2022, a soulevé le sable dans le détroit qui relie l'océan Atlantique avec le golfe de Saint-Laurent, au sud de l'île de Terre-Neuve, et le navire, qui était sans doute enterré, a été délogé de son cercueil de sable. Puis, on a eu la forte houle de début février qui a fait remonter doucement à la surface l'épave, qui est venue ensuite s'échouer sur la langue de sable. Le lieu de la découverte est une zone qui est considérée comme un aimant à épave, la côte de Capray. J'ai retrouvé l'endroit exact sur Google Earth en comparant cette photo de l'épave avec le plan. Et c'est ici précisément que le bateau s'est échoué. Je vous mets les coordonnées GPS pour celles et ceux qui veulent aller voir sur la carte. D'après les premières constatations des archéologues, le navire aurait pu être construit dans les années 1800. La coque émergée, entièrement en bois, mesure environ 24 mètres et n'est pas complète, ce qui veut dire que le bateau était encore plus grand. Un des archéologues a observé l'existence de chevilles en bois utilisées par les constructeurs de cette époque. Des échantillons justement de bois et d'objets métalliques vont être donc analysés pour définir précisément le lieu et la date de construction de cette épave fantôme. Pourtant, l'archéologue dit aussi que les bateaux de l'époque sont bien connus et l'épave n'a sans doute pas beaucoup d'intérêt, en tout cas d'un point de vue archéologique, car dans l'esprit des habitants du coin, c'est tout autre chose. Comme je vous ai dit, ça nourrit puissamment l'imaginaire. Alors les habitants, ils ont décidé justement de mettre les moyens et de sortir l'épave dans quelques semaines quand ils auront mis en place l'aspect logistique, et ils vont certainement lui redonner une seconde vie en l'exposant peut-être dans un musée. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec. Si j'ai des nouvelles, je vous tiendrai au courant bien sûr. Épave à suivre. Maintenant, on va pouvoir aborder notre sujet. Mais avant, je voulais profiter d'un tout petit instant dans cette vidéo pour vous remercier d'être aussi nombreuses et nombreux à vous abonner à la chaîne. Sachez que j'apprécie énormément vos messages et vos commentaires. Des fois, j'ai des messages en privé, ça me fait très chaud au cœur. Merci donc à toutes et tous. Et on continue, c'est parti, let's go! On va maintenant donc aborder notre sujet qui va être en 3 parties. La première partie, je vais la consacrer à la vie sur un Indiaman, les fameux navires qui ont dominé les échanges commerciaux pendant de nombreuses années. Dans une deuxième partie, je vais revenir sur l'histoire du Batavia que je vous avais déjà raconté sur ma chaîne YouTube, mais je vais vous la raconter à nouveau pour ceux qui ne la connaissent pas, et vous allez voir, ce qui s'est passé, c'est absolument effrayant, mais c'est passionnant aussi. Et dans la troisième partie, je ferai un focus sur justement 2 femmes qui ont survécu à cette horreur et qui ont eu des destins vraiment tragiques. Mais la conclusion va vous surprendre quand même. Bon voilà, je vous ai installé le décor, et c'est parti, on est parti, allez go! Au XVIIe et au XVIIIe siècle, l'Indiaman règne en maître incontesté sur tous les océans de la planète. C'est le plus grand bâtiment de navigation jamais construit à l'époque par la main de l'homme. Si vous montez à bord, vous partez pour un long voyage en direction des Indes. Plus de 24 000 km et 18 mois de traversée. Mais surtout, si vous montez à bord, vous avez une chance sur 2 de ne jamais revenir. Je vais vous décrire les conditions de vie épouvantables sur ce navire et j'espère que vous êtes bien accrochés parce que ça va tanguer très fort. La vie à bord d'un Indiaman était éprouvante tant physiquement que psychologiquement. Le navire était affrété par la Compagnie des Indes et partait d'Amsterdam. La première épreuve, c'était donc la traversée de la Manche. Alors bien sûr, il était possible de contourner par le nord, mais le voyage prenait 30 jours de plus et 30 jours pour la compagnie, c'était 30 jours de manque à gagner. On traversait donc la Manche d'une traite. Et si par malheur, on croisait les pirates espagnols de la pire espèce, opérant depuis le port de Dunkerque, on avait 100% de malheur. Sauf si on était un officier supérieur, car on pouvait peut-être avoir l'espoir d'être libéré contre rançon. Sinon, on était soit passé par les armes, soit jeté par-dessus bord, sous forme de loterie, soit enfermé dans la cale et coulé avec le navire.
Ensuite venaient les premiers jours, les premières semaines en mer où la quasi-totalité des passagers, bétail compris, étaient pris de nausées à cause du mal de mer. 350 personnes s'entassaient partout sur le bateau. L'intimité devenait inexistante. Au bout d'une semaine, la toilette la plus rudimentaire devenait un luxe. Les 4 latrines de simples trous donnant dans la mer, et à la vue de tous, devenaient rapidement des endroits nauséabonds. On y faisait la queue, et pour avoir un peu d'hygiène, on avait une corde souillée qui traînait dans l'eau, qu'on pouvait remonter pour s'essuyer avec. Je vous laisse imaginer le truc. Les passagers avaient leurs couchettes dans les entreponts, et en cas de mauvais temps, les hublots devaient être fermés, rendant l'air souvent irrespirable, fait de sueur et d'odeur d'ail, qui passait à l'époque pour un remède universel. Comme il était périlleux de se risquer à aller aux latrines durant les tempêtes, la plupart soulageaient leurs envies dans les sombres recoins du bateau, ce qui par gros temps faisait remonter toutes les matières fécales et l'urine dans les couchettes et transformait le lieu de vie en cloaque invivable. Sans compter les poux qui pullulaient et devenaient un véritable fléau pouvant provoquer des épidémies de typhus. Les séances d'épouillage étaient donc un rituel quotidien et personne n'y échappait. Les punaises, elles, infectaient les couchettes et les paillasses, et de nouveaux spécimens étaient régulièrement montés à bord après les escales et se multipliaient à une vitesse folle, harcelant les passagers à en devenir fous. Sur le Batavia, excédé, le capitaine offrait un verre de whisky à chaque millier de cafards tués. Au bout de quelques jours, c'est plus de 38 000 cafards qui furent amenés au capitaine. Tous, même les privilégiés, qui avaient la chance de voyager à la poupe, ne pouvaient échapper au désagrément extrême de la traversée. Quand le vent tombait et que le bâtiment n'avançait plus, les matelots n'avaient plus grand-chose à faire et l'ennui était un ennemi silencieux pour devenir une terrible épreuve également. Les conditions déplorables de vie à bord entraînaient des maladies mentales qui se développaient beaucoup plus vite que sur la terre ferme. La détresse psychologique ou la folie poussait parfois certains passagers à se jeter par-dessus bord. Au départ de la traversée et durant les premières semaines, la nourriture avait encore un caractère de différence de classe. Les officiers mangeaient généralement mieux que leurs hommes. Mais petit à petit, tout le monde devait supporter la baisse progressive de la qualité des aliments. Le menu classique était le suivant: de la viande atrocement salée et coriace, quelques légumes, quand il en restait, et surtout du biscuit, une sorte de pain sec et dur comme de la brique, qui devait être ramolli pour pouvoir être comestible dans la sauce du ragoût infect servie à chaque repas. Ce biscuit était conservé sec tant bien que mal, dans de grands barils, mais l'humidité incessante en faisait le garde-manger idéal pour le charançon. Chaque morceau devenait alors un labyrinthe de galeries et d'alvéoles, et un marin apprenait très vite à ne jamais mordre dans son biscuit avant de l'avoir préalablement cogné contre la coque pour y déloger les occupants. Et que dire de l'eau, emportée également en baril. Lorsque le navire arrivait vers l'Afrique avec un climat plus chaud, l'eau se transformait en un infâme bouillon saumâtre et puant, infesté de petites larves qu'il fallait filtrer entre ses dents avant de boire. L'eau devenait si chaude qu'elle n'assurait plus du tout son rôle de fraîche désaltération. Et avec l'arrivée des températures torrides et les repas de viande salée, la soif devenait une terrible épreuve pour tous les passagers. Si le bateau subissait trop longtemps des périodes sans vent, un autre danger guettait, le scorbut, cette carence en vitamine C qui entraînait une grande fatigue, une difficulté à cicatriser, des dents qui tombaient en paquets, et finalement, la mort de celui qui en était atteint. À bord, c'était aussi les pires racailles et les désespérés qui s'embarquaient, peut-être pour une vie meilleure aux Indes. Le désir de monter un petit trafic à bord pour s'enrichir était fréquent. La bêtise et l'ennui régnaient sur le pont et favorisaient les querelles pour n'importe quel prétexte. Des bagarres au couteau pouvaient éclater n'importe quand. La cruauté envers les requins ou les animaux qu'on capturait était aussi un passe-temps favori. Ces divertissements cruels étaient tolérés sur le navire. Le Batavia était un Indiaman, et après de longs mois en mer, il ressemblait à cette description que je viens de vous faire. Et quand il fit naufrage sur l'archipel des Abrolhos, ce sont des hommes sans foi ni loi qui débarquèrent sur les plages de sable avec quelques idées en tête. Alors attention, il va falloir vous accrocher en écoutant cette histoire. Prenez donc ce navire, ce Batavia, avec plus de 300 personnes à bord. Il a passé de longs mois en mer. Vous avez vu la description, c'est horrible, tout le monde est fou. Bref, vous avez compris. Vous fracassez le bateau de nuit sur un récif. Et, pour ajouter un petit peu de piment, il y a parmi les passagers un psychopathe hérétique qui n'a absolument plus rien à perdre. À votre avis, que va-t-il arriver? Allez, on continue avec l'histoire du naufrage du Batavia et le terrifiant huis clos qui se transformera en enfer pour la plupart des passagers.
Cette histoire que je vais vous raconter est donc vraie. Elle se déroule au large des côtes australiennes au XVIIe siècle. Cette histoire a marqué les esprits de l'époque, encore plus que le Titanic de nos jours. Elle est tellement incroyable, dense et intense que je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais c'est pas ce que je vais faire. Et je vous encourage, pour aller plus loin, et d'ailleurs c'est ce qui a inspiré cette vidéo, à lire le livre de Mike Dash, L'archipel des hérétiques. Vous allez voir, vous allez dévorer ce livre. La première fois que je l'ai lu, j'étais sur l'archipel des Açores en 2005. Je vivais sous ma tente, c'était en octobre, il n'y avait plus aucun touriste. Il y avait le temps, des éléments qui se déchaînaient. J'étais sous ma tente avec ma lampe frontale. Je lisais ce bouquin et ça m'a marqué à vie. Donc je vous encourage à le lire. Nous arrivons près des côtes australiennes. Bienvenue à bord du Batavia. Le Batavia file à toute allure vers sa destination, l'île de Java. Le Batavia est affrété par la VOC, la compagnie néerlandaise des Indes orientales, qui s'enrichit grâce au commerce d'épices entre l'Inde et l'Europe. Le voyage dure environ 18 mois, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Et les plus de 300 passagers s'entassent dans tous les recoins du bateau, qui devient vite un nid de parasites, de maladies, de scorbut, de violence et de défaillance psychologique. Peu de femmes montent à bord et c'est surtout les pires racailles et les désespérés qui s'embarquent dans l'espoir d'une nouvelle vie aux Indes. À bord du Batavia, il y a aussi une fabuleuse cargaison de pièces d'or et d'argent qui représente l'équivalent de 20 millions d'euros actuels et qui est placée sous l'autorité du superintendant François Pelzert. Cette cargaison est la propriété de la VOC et toutes les racailles se trouvant sur le bateau savent qu'elle est à bord. Jacobs, le capitaine, un homme violent et revanchard, va comploter un projet de mutinerie avec un certain Géronymus Cornelis, l'intendant adjoint et aussi apothicaire ruiné. Les deux hommes rallient une trentaine de mutins à leur cause, quand le Batavia file à toute vitesse. De nuit, sur les eaux de l'océan Indien, l'ambiance sur le bateau est explosive. Nous sommes le 3 juin 1629 et à cette époque, la route pour aller sur l'île de Java est encore incertaine. Peu de cartes ont été répertoriées et on ne connaît pas encore tous les dangers de la zone située pas très loin des côtes australiennes. Malgré ça, le capitaine va ordonner de gonfler les voiles et le Batavia est à pleine vitesse lorsqu'il se fracasse sur les récifs de l'archipel des Abrolhos. Le choc est violent et la mauvaise nouvelle arrive très vite. Le naufrage vient d'avoir lieu à marée haute et il est donc impossible de libérer le navire des mâchoires de corail dans lequel il s'est précipité. La nuit est épouvantable et les cris et les lamentations résonnent pendant que les marins tentent le tout pour le tout de libérer le bateau, sans succès. La coque se déchire et une vingtaine de passagers tombent à l'eau. On ne les reverra plus. Au petit matin, 230 passagers sont débarqués sur les îlots autour du naufrage. C'est alors que les mutins, encore prisonniers de la carcasse et sous l'impulsion de Géronymus, mettent la main sur les coffres et surtout sur le stock de vin et de liqueurs. Ils vont s'enivrer durant 2 jours et deviennent, libérés de toute autorité, des monstres sans foi ni loi. Les premiers jours sont terribles car une partie des vivres n'ont pas pu être récupérés et les rescapés ont fait l'erreur de consommer toute l'eau qu'ils avaient les 2 premiers jours. Les plus faibles meurent de soif rapidement. 48 personnes s'embarquent le 8 juin dans la chaloupe de sauvetage dont le superintendant Pelzert, le capitaine Jacobs ainsi que les principaux officiers. Ils décident d'aller chercher du secours en direction de la côte australienne. Sur l'îlot, surnommé l'île du cimetière du Batavia, il n'y a plus d'autorité et les rescapés sont livrés à eux-mêmes. La pluie arrive enfin le 9 juin et reconstitue les réserves d'eau. Les oiseaux de mer et les otaries, présents en grand nombre et victimes collatérales du naufrage, vont apaiser la faim. Le 12 juin, le bateau se disloque totalement et une vingtaine de mutins sur les 70 restés à bord parviennent à rejoindre l'îlot. Géronymus, après 2 jours à dériver sur un morceau de bois, s'échoue, épuisé sur la langue de sable. Il est accueilli sur l'île comme le nouvel homme fort et s'impose rapidement à la tête du groupe des 208 rescapés désormais isolés du monde. Il va s'atteler pendant plusieurs jours à rassembler autour de lui une petite troupe de fidèles entièrement dévoués et va faire vivre, dans les semaines qui vont suivre, un des huis clos les plus terrifiants que l'humanité n'ait jamais connu. Le carnage va commencer. Géronymus fascine les gens qu'il rencontre. Il a une aura naturelle. Ses croyances en font de lui un hérétique.
Dieu guide ses actes et aucun de ses actes n'est mauvais. En fait, il s'avérera, avec les analyses psychologiques récentes, que c'était un psychopathe froid, calculateur, lâche, séducteur, sans remords ni culpabilité. Il prend le pouvoir sur l'île dont il devient le maître absolu, un véritable tyran. Il s'accapare les armes et les embarcations et se revêt des costumes de ses supérieurs trouvés dans les coffres échoués avec lesquels il pavane sur l'île. Mais un tyran a toujours peur d'être renversé. Il va alors, pendant les premières semaines, jouer de stratégie pour isoler sur les autres îles ses principaux concurrents, ou du moins les hommes qui pourraient contester son pouvoir. Sous divers prétextes, il envoie des volontaires s'installer sur les autres îles pour y trouver de l'eau ou de la nourriture et les abandonne. 40 vont être débarqués sur l'île des Otaries, 15 sur l'île aux Traîtres et une vingtaine sur l'île Haute qui deviendra l'île de la Résistance. Il reste environ 130 personnes sur l'île du cimetière du Batavia. Mais pour Géronimus, c'est toujours trop. Les premiers meurtres débutent le 4 juillet, un mois après le naufrage. Les hommes de Géronimus l'avertissent qu'un homme s'est servi en douce dans un des barils de vin. Ce sera suffisant pour l'exécuter et ce sera le premier meurtre. D'autres vont suivre pour diverses raisons plus ou moins sérieuses, mais ces meurtres sont toujours commis avec discrétion. On noie la nuit, on tranche des gorges et on étrangle sous les abris. Le 9 juillet, un événement va précipiter le huis clos dans un infernal carnage. Sur l'île Haute, les occupants allument des feux pour signaler qu'ils ont trouvé de l'eau. Mais Géronimus va faire comme s'il n'avait rien vu. Les rescapés de l'île aux Traîtres, se doutant que quelque chose ne va pas, vont alors tenter de rejoindre l'île Haute. Mais les mutins les rattrapent et vont tous les abattre. L'exécution se fait à la vue de tous, et à partir de ce moment, les meurtres vont se multiplier, sans dissimulation et sans raison valable, instaurant la terreur parmi les rescapés. Géronimus ne veut pas s'arrêter là, et envoie ses hommes assassiner les occupants de l'île des Otaries. Il faudra 3 assauts, le 15, le 18 et le 24 juillet, pour éliminer les rescapés. Quelques-uns échappent au massacre et réussissent à rejoindre l'île Haute. Ils préviennent Hayes, un marin qui a pris la tête du groupe, des intentions belliqueuses de Géronimus. Certaines femmes sont épargnées et sont livrées à la troupe de mutins. Géronimus ne commet lui aucun crime, bien trop lâche. Il désigne les assassins et les victimes et torture psychologiquement les survivants. Si les secours arrivent, Géronimus sait qu'il risque l'exécution. Il faut donc procéder à l'élimination totale des résistants de l'île Haute. Plutôt que d'attaquer de front, Géronimus va tenter la ruse et débarque avec une petite troupe pour négocier. Ce sera son erreur. Les hommes de Hayes vont le capturer et l'emprisonner. Les mutins qui n'ont pas été capturés tentent une nouvelle attaque plusieurs jours après, mais durant celle-ci, tous aperçoivent le Sardam, le navire de Pelzert, qui vient les délivrer, mais surtout sauver le butin qui se trouvait à bord du Batavia. Nous sommes le 16 septembre. Les mutins et les résistants vont alors jouer contre la montre pour arriver les premiers au navire. Soit les mutins arrivent en premier et attaquent le Sardam pour s'en emparer, et ce serait une nouvelle catastrophe, soit Hayes et ses hommes arrivent à temps pour prévenir de la situation, et ce serait alors la délivrance. Heureusement, Hayes arrive en premier et raconte toute l'histoire. Pelzert arrête immédiatement les mutins et procède aux interrogatoires pour démêler ces 2 mois de huis clos. Il accable Géronimus comme l'instigateur et le principal responsable des meurtres commis sur l'île. Le 2 octobre, sur l'île des Otaries, Géronimus est condamné à avoir les 2 mains coupées et pendu. Sur 320 passagers, les victimes de Géronimus furent au nombre de 115, dont 12 femmes et 7 enfants. Parmi ces survivants, il y a 2 femmes, Chryse et Judique. 2 destins tragiques et injustes. On imagine la force et les ruses qu'elles ont dû déployer pour rester en vie durant les 107 jours de huis clos sur l'archipel. Voici l'histoire de ces 2 femmes durant cette tragédie. Chryse Jans, 27 ans, est la plus belle femme du Batavia. Elle doit rejoindre son mari qui est déjà présent pour acheter des esclaves destinés aux colonies hollandaises de Java. Tous les hommes à bord la convoitent tant sa beauté rayonne et sa stature fascine. Tout le contraire de Judique Bastians, 21 ans, fille du pasteur, qui voyage avec toute sa fratrie, sa mère,
et ses 6 frères et sœurs. Elle est protégée indirectement par le statut privilégié d'homme d'église, qu'est son père, et se montre d'une grande discrétion. Durant le voyage, la mutinerie se prépare et Chris va être l'instrument pour attiser les tensions entre 2 hommes épris d'elle, le superintendant Pelzert et le capitaine Jacobs, chef secret de la mutinerie. Un petit groupe va de nuit la capturer, retrousser ses jupons et lui badigeonner le corps, le visage, les jambes et le sexe avec un mélange de goudron et d'excréments. Mais cette agression va flopper. Le superintendant a l'intelligence de ne pas réagir pour éviter de créer des victimes qui pourraient être l'étincelle de la mutinerie. C'est alors que le naufrage arrive. La majorité des rescapés se retrouvent sur l'île du cimetière du Batavia. Géronimus prend le pouvoir et fait régner la terreur sur l'île. Un des mutins va prendre Judique comme compagne et l'épouse après une brève cérémonie. Et pour être honnête, avec quand même un couteau sous la gorge. Mais Judique est maintenant protégé sur l'île. Cela ne va pas empêcher le reste des mutins d'exterminer une nuit toute sa famille, sa mère et tous ses frères et sœurs. Seul son père, grâce à son statut, sera épargné. Après ces assassinats, Géronimus choisit 7 femmes et les met à disposition des mutins sous une tente durant de longues semaines sur l'île. Chris en fera partie. Lors du sauvetage, la femme belle et désirable des débuts n'est plus que l'ombre d'elle-même. Lorsqu'enfin le bateau qui les a délivrés accoste sur l'île de Java, Judique est dans un total dénuement. Après avoir survécu au scorbut, au naufrage, au massacre de sa famille, au carnage sur l'île et à la cohabitation avec son fiancé mutin, elle arrive enfin au comptoir de Java avec son père, mais sans un sou. Sa situation est plus que précaire, car son père est sous le coup d'une enquête suite au naufrage et son rôle sur l'île et ne peut pas travailler pour l'instant. Un mariage semble donc avoir été la solution la plus commode à cette situation et Judique épouse très rapidement un Hollandais venu s'installer à Java. Mais celui-ci meurt 3 mois après leur mariage et la femme doit porter le deuil pendant 1 an. Puis, elle reprend un nouveau mari avec qui elle s'installe sur l'île d'Ambon. 2 ans plus tard, le nouveau mari meurt à son tour de dysenterie. Le sort s'acharne sur elle et l'avocat, peut-être ému par sa situation, décide de lui verser une compensation financière pour son veuvage et toutes les souffrances qu'elle a endurées. Grâce à l'héritage de son 2e mari et les compensations de l'avocat, Judique retourne aux Pays-Bas, désormais à l'abri du besoin. Mais on perd sa trace dans les archives à partir de son retour en Europe et on ne lui connaît à ce jour aucune descendance. Qu'est-elle devenue durant les dernières années de sa vie? On ne saura jamais. Chris, quant à elle, apprend à son arrivée à Java qu'elle est veuve. Elle se retrouve donc totalement seule, car en plus, elle avait perdu, avant le voyage, les 3 enfants qu'elle avait mis au monde, ses 2 parents et maintenant son mari. Sortit-elle indemne de cette ultime épreuve? D'autant plus qu'à l'arrivée à Java, le rapport du surintendant l'amène à être une des accusées lors du procès qui se déroule pour juger les responsables de ce qui s'est passé sur l'île, et Chris est notamment accusée de provocation, d'encouragement à des actes pervers et du meurtre des survivants, dont certains ont perdu la vie en raison de son revers. Chris nie en bloc. Le tribunal demande alors à la soumettre à la torture pour lui extirper la vérité. Mais les archives de l'époque ne disent pas si cette demande a été mise à exécution. Il semblerait que non. Chris a hérité de son mari et est désormais une femme fortunée. Elle est belle, en tout cas elle est redevenue la femme qu'elle était. C'est un bon parti. Et malgré le naufrage, elle peut prétendre à un mariage avec un dignitaire ou un haut responsable. Mais elle préfère s'unir en 1630 avec un simple soldat qui, d'après les archives, semble être son propre beau-frère. Peut-être avait-elle à ce moment-là besoin de se rapprocher d'un visage familier et de reconstruire un semblant de famille. Chris et son nouveau mari vivent sur Batavia jusqu'en 1635, puis retournent vivre aux Pays-Bas où on perd la trace du couple à partir de 1641. Sauf en 1680 où on trouve dans les registres une certaine Lucretia, son 2e prénom, von Quick, le nom de son 2e mari. La femme est enterrée en septembre 1680. Si c'était bien notre héroïne du Batavia, alors Chris aura survécu à toutes ces épreuves et avait presque 80 ans lorsqu'elle est partie rejoindre les étoiles. Cette histoire est absolument tragique. C'est des histoires comme ça, moi, qui me fascinent. Je sais pas si ça vous a fasciné, mais en tout cas, c'est quelque chose d'incroyable. Allez, je vous embrasse très fort, je vous salue bien bas. À très vite sur YouTube.